Bonjour. 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 Et bienvenue dans ce salon franco-russe qui nous permet donc d'ouvrir cette troisième édition d'un festival toulousain mais pas que. Alors avec moi ce matin, Tougan Sokiev, vous êtes musicien, directeur musical du Capitole et vous êtes donc évidemment directeur artistique des musicales franco-russes. Et Laurent Beil, vous êtes directeur de la Philharmonie de Paris et vous êtes également président des Franco-Russes. Merci de cet entretien qui nous permet à la fois de raconter un projet, de raconter la naissance d'un projet qui s'est inscrit sur le territoire de Toulouse, mais qui raconte évidemment des liens qui dépassent largement l'histoire de Toulouse et qui nous permet aussi de nous interroger sur l'étrange époque que nous traversons et sur comment imaginer un peu l'avenir de la musique, d'un certain nombre de projets culturels à l'heure où voyager semble être devenu une sorte de gageur. Donc peut-être la première question que j'aurais à vous adresser, Tougan, si vous le permettez, ce serait de nous expliquer pourquoi les Franco-Russes, qu'est-ce qui prélude à ce projet, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de monter ici à Toulouse l'idée d'une sorte de partenariat, d'historique et puis de coopération culturelle autour de la relation entre la France et la Russie. Pour moi, c'est devenu très très évident. Depuis mon travail à Toulouse, mon premier visite à Toulouse, c'était 2003, en octobre 2003. Je me souviens, c'était Roméo et Juliette de Prokofiev. J'ai tout de suite compris qu'il y a quelque chose de très spécial entre les musiciens et l'énergie musicale que je propose, que je proposais à l'époque. Donc cette alchimie qui marchait et qui marche toujours pendant maintenant presque 15 ans. Et je pensais qu'il faut fêter, c'est pas par hasard je pense, parce que mon formation en Russie, après mon travail en France, avec les musiciens français, avec ce bel orchestre français, je pense que c'est les deux cultures qui vibraient, qui continuent à vibrer, qui continuent à exister ensemble, grâce à cette liaison historique qui déjà existait, musicale, politique, historique, sociale. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a eu cette idée de lancer quelque chose ici à Toulouse, les Franco-Russes. Pourquoi? Parce que pour moi, il a toujours cette source de création, source d'art musical qui se produisent toujours sur cette plateau, avec ces musiciens, avec public qui vient à Toulouse, les Toulousains, les amateurs, la création, les artistes, jeunes talents. Il y a tellement d'imagination autour de nous que je proposais de transformer tout ça en festival. Ça veut dire que influence de musique russe, Tchaïkovski, Stravinsky, Prokofiev, en France, et Ravel, Berlioz, Fauré, Debussy en Russie. Moi, c'est quelqu'un qui connaît exactement comment ça marche, parce que pendant mon étude en Saint-Pétersbourg, on a étudié beaucoup de musique française, Debussy, Ravel, etc. Et aussi, depuis mon travail avec le musicien de l'orchestre du Capitole de Toulouse, on a approfondi, on a fait beaucoup de recherches sur ce répertoire du XXe siècle, création aussi de musique contemporaine, c'est très très important. Donc il a tous les éléments pour fêter cette relation musicale, artistique, politique. Maintenant, c'est troisième édition, donc j'espère une édition un peu spéciale. Mais tout est un peu spécial en ce moment. Voilà, donc, mais malgré tout ça, on est là pour fêter cette magnifique liaison entre les deux pays, deux cultures. Et la particularité des Franco-Russes, c'est que c'est à la fois un festival de musique et vous venez en plus de rappeler qu'évidemment vous êtes en poste au Bolchoï, vous êtes vraiment le musicien qui est aujourd'hui, vous avez un pied dans chaque pays, un peu de votre cœur dans chaque pays aussi, je suppose. Voilà. On a déjà eu cette expérience magnifique en 2016, l'orchestre du Capitole
on tournait en Moscou avec le chœur du Bolchoï, on a interprété Requiem du Berlioz. C'était une expérience inoubliable pour moi parce que le 120 choristes de Bolchoï et l'orchestre du Capitole, dans cette salle mythique du Bolchoï avec les 4 fanfares placées là-haut, c'était une expérience inoubliable, vraiment. C'est bien capté par Mezzo, on peut toujours revoir ça. Donc voilà, il a toujours... et ce que je trouvais c'est intéressant parce que depuis le premier moment, depuis la première rencontre, le musicien, le choriste russe et l'orchestre français, l'alchimie qui marchait tout de suite. On a préparé l'orchestre ici, à Toulouse, j'ai préparé le chœur du Bolchoï là-bas à Moscou, et après cette première répétition, tout de suite ça marchait. C'est incroyable. Mais ce qui est fort dans les Franco-Russes, c'est que ce n'est pas seulement un festival de musique. C'est aussi un festival où... et c'est en ça que ça raconte l'histoire de nos deux pays. Il y a de la littérature, il y a du cinéma, et il y a une dimension de coopération. Et on y reviendra dans quelques instants, Laurent Bayle. Mais pour vous, en quoi est-ce que finalement l'idée de réunir les arts, c'était important pour vous comme Russe? Enfin, cette question de la littérature, du cinéma, enfin... Mais tout d'abord, avant tout ça, il a la langue française, je pense. Et je me souviens à l'école, parce que j'ai fait anglais comme langue, deuxième langue, je fais anglais et je n'ai pas fait français. Et je me souviens mon premier rencontre avec La guerre épée de Tolstoï, et ça commence en français. Et ça, je souffris beaucoup parce que je dois toujours regarder la traduction. Mais même Tolstoï qui utilisait la langue française, la société qui parlait, Tchaïkovski qui fait la correspondance en français. Donc tout ça commence avec langue française et grâce à mon... C'est grâce à Toulouse que j'ai appris français. Avant, c'était rien du tout. Donc je comprends cette langue, je comprends la mélodie de cette langue, des nuances. Et c'est où il vient de... Et je pense qu'il y a certains parallèles entre langues. Russe et français, le mélodique, les constructions, les nuances, on peut dire les choses sans vraiment dire les choses. Voilà, il y a toujours une combinaison de mots, voilà, les phrases, la construction des phrases. Et ça, c'est aussi ce qu'on a dans la musique. Donc, je pense, connexion entre les deux pays, il y a beaucoup sur langue et après, correspondance de Catherine the Great. Avec Voltaire, par exemple, les deux cultures qui fait l'échange de philosophie, l'échange, voilà, donc c'est musical, vous avez raison, c'est littérature, c'est cinémathèque de Toulouse qui peut-être, on a un fonds plus grand qui existe en Europe, fonds de cinéma russe, donc tous les partenaires ici à Toulouse qui nous accompagnent, donc c'est pas que musique. Donc en fait, ce sera un festival qui, si on poursuit métaphoriquement votre idée, ce sera un festival qui fait langue commune entre nos deux pays. Ce qui m'amène à me tourner vers vous, Laurent Bayle, et à vous poser une question qui est peut-être un peu générale et un peu ambitieuse, mais qui, je crois, est quand même au cœur du festival, et qui est de quelle manière est-ce que la culture peut faire langue commune, peut constituer une langue commune, par-delà, finalement, l'histoire, la diplomatie, le politique, de quelle manière est-ce qu'elle peut la nourrir, la complémenter? Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet qui est profondément politique au sens le plus noble du terme? Alors, si on prend une approche effectivement assez générale, on peut peut-être essayer de, non pas définir, mais caractériser un peu la culture. Et ici, on parlera peut-être principalement des arts, parce que le mot culture est bien trop vaste pour être utilisé. Ce qui va caractériser les arts, de mon point de vue, c'est la mise en valeur de 3 grands éléments. L'un qui est dans la manière de se confronter aux œuvres d'art, il y a une question qui est purement personnelle, qui est propre à chaque individu. Ça peut concerner ce qu'on appelle la volonté d'élévation, d'épanouissement. D'ailleurs, un plasticien russe, Kandinsky, lui parle du spirituel dans l'art.
Donc c'est ce qui est propre à l'âme, à l'individu. Il y a une seconde dimension qui est capitale, et on s'en rend compte aujourd'hui en période d'épidémie, c'est que les arts et la musique principalement, toujours nourris d'échanges. Quand j'entends dire que l'épidémie a peut-être une valeur, c'est celle de nous réconcilier avec le local. Oui, peut-être, mais la musique a une valeur encore plus grande, c'est qu'elle a favorisé de tout temps des échanges, parce que justement, il n'y a pas cette fameuse barrière que tu as pu connaître avec Tolstoï, la barrière de la langue, est plus vite dépassée en musique. Donc ça, c'est, je pense, aussi une valeur importante qui complémente l'élévation individuelle, c'est cette dimension d'échange. Et enfin, dans la culture, et dans les arts, il y a un troisième élément qui est très important à mettre en avant, c'est peut-être celui qui est plus lié au sens profond des choses, c'est la question de la transmission. Transmettre, c'est le propre de la question que se posent constamment les arts, les artistes. Ben, ça n'est possible de se projeter dans le futur que si on a une conscience très forte du ou des patrimoines. Et l'art, justement, nous permet, en quelque sorte, de s'approprier des éléments qui nous sont communs, qui sont justement liés à ces patrimoines. Bon. Et le fait de faire acte de transmission, ça va être la passerelle entre le passé et le futur, c'est ça qui va donner sens à notre présent. Et d'une certaine manière, pour moi, quand on prend le modèle du festival franco-russe tel que Tougan a voulu l'ancrer ici à Toulouse, vous retrouvez ces différents éléments. Il y a ces moments d'émotion très forts dans les concerts ou les différentes propositions. Hein, vous l'avez dit, ça peut être du cinéma, des arts plastiques, de la littérature. Il y a de toute évidence cette question d'échange, l'échange local entre toute une population au plan local qui se réunit autour du festival, mais l'échange franco-russe par définition. Et puis il y a au cœur de cela tout le travail qui est fait de transmission. Je crois incessamment, peut-être dès demain, tu vas commencer un travail autour de masterclass pour des jeunes chefs. Bon. Voilà. Pour moi, c'est en résumé ce qui me semble être les valeurs essentielles à défendre et dont même en creux, la période présente nous montre même l'importance de ces valeurs. Et donc, avant qu'on revienne à cette question de la masterclass, si je vous suis bien, finalement, il y aurait une forme de dialectique, d'articulation très dynamique entre un projet inscrit dans un territoire particulier, Toulouse, avec une figure particulière, Tougan Sokiev, qui finalement se fait le vecteur d'un dialogue entre les arts. Et il y aurait l'idée que le cœur de ce projet, ce serait l'articulation entre ce territoire et une pensée qui serait une pensée beaucoup plus internationale. Oui, je pense en effet que nous vivons dans une société qui, du fait de l'accélération, des mutations technologiques, d'un certain nombre d'éléments de crise, on va dire, économique, sociale, voire géopolitique, une société qui a tendance, dans ses usages, à diviser et à compartimenter. Et c'est vrai aussi dans le monde de la culture. Quoi qu'on en dise, de plus en plus, la pensée des responsables culturels manque de sens du général et défend des visions qui à la fin deviennent corporatistes. Dans ma génération, par exemple, en musique, on a énormément défendu une forme de compartimentation de la musique, ici le baroque, là le classique et puis là le contemporain.
Ça peut être parfois pour de bonnes raisons au départ. C'est vrai que si le tronc central, le classique, ne tient pas compte du contemporain, j'aurais bien tort de ne pas créer mes propres outils. Bon. Mais à la longue, ça crée une forme de cloisonnement, si vous voulez. Donc je pense qu'on a absolument besoin, pas tout le temps, mais un festival, c'est un moment fort dans l'année où on essaye de relier, de montrer la structure qui relie ce que les usages ont tendance à diviser. Et ici, à travers le festival, qui a effectivement besoin d'une incarnation, c'est celle de Tougan, à travers donc un festival, on peut relier le local, le territoire, les forces qui existent ici, la cinémathèque, bien entendu, dont Tougan a parlé, puisque c'est vraiment une force réelle, l'orchestre qui est une force aussi, l'opéra, d'autres opérateurs, de fédérer ces forces locales et de les mettre en regard avec les enjeux internationaux, pour dire que ça ne s'oppose pas, comme le font le plus souvent les gens, mais au contraire, ça s'enrichit, ça se nourrit l'un l'autre, et c'est ça, à mon avis, qui peut donner sens aux aventures culturelles, aux institutions culturelles. C'est là qu'il faut puiser l'énergie et le sens. Finalement, ce serait presque une sorte de réactualisation d'un certain nombre d'utopies qui ont eu lieu, toute proportion gardée et sans comparatisme historique, hein, mais qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, où finalement il y avait quand même cette idée de coopération transnationale entre des musiciens, des compositeurs. Et il y a l'idée, donc, si je vous suis bien, d'un rapport au territoire, mais qui ne serait pas un rapport enfermant. Ce qui est très intéressant dans les derniers mois que nous venons de vivre, où nous avons été globalement enfermés quand même, enfin pour des raisons qui sont des raisons complètement extérieures au culturel, mais qui ont eu des conséquences sur le secteur culturel. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose pour un festival tel que les Franco-Russes, c'est comment défendre cette question de continuer à se projeter, de continuer à maintenir cet équilibre, ce dialogue, qui est à la fois un dialogue artistique, et puis un projet tel que vous venez de l'énoncer. Alors, si vous l'avez dit, une des clés, c'est la transmission. Il va y avoir une académie. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire quelques mots, de nous raconter en fait pourquoi c'est tellement important en fait, non seulement d'être dans ce dialogue artistique, non seulement d'être dans cette coopération culturelle, mais d'être aussi dans une forme de transmission transgénérationnelle. Qu'est-ce qui se joue là-dedans ? L'académie de direction d'orchestre, elle a déjà existe même avant Franco-Russe, parce que pour moi, pour quelqu'un qui est sorti de cette éducation assez profonde à Saint-Pétersbourg, où j'étais enseigné par un grand professeur Ilya Moussine, qui lui-même, il vient de cette grande tradition russe, c'est quelqu'un qui connaît Shostakovich, et Malko, et Prokofiev et beaucoup de compositeurs, beaucoup de personnalités très très fortes. Et avec quelle dédication, avec quelle passion il a enseigné toujours son élève. Et moi je pense que c'est important. Parfois on voit quelqu'un avec beaucoup de talent, mais il faut aider. Parce que quand je regarde rétrospectivement ce qui s'est passé avec moi pendant 5 ans, chaque pas était contrôlé, était aidé par mon professeur. Et ils m'ont donné les moyens pour développer. Moyens techniques, musicaux, langage musical. J'ai vu certaines personnalités autour de moi. On a travaillé avec le compositeur, Jean Compositeur à l'époque, on a fait création, je travaillais avec le chanteur, on a fait le petit extrait de l'opéra. Donc ça m'a permis vraiment de chercher, de trouver mon chemin musical, mon parcours, si vous voulez. Et après, bien sûr, mon arrivée à Toulouse, ça a changé beaucoup. Mais je vois aujourd'hui, avec chaque recrutement qu'ils ont fait à Toulouse pour l'orchestre, j'ai vu tellement de talents ici en France.
de jeunes musiciens et aussi potentiellement jeune chef d'orchestre qui veut développer ce métier, mais il n'a pas vraie école en France de direction d'orchestre. Par exemple, on a un magnifique exemple comme Charles Munch, même quelqu'un qui, à part un magnifique compositeur excellent et emblématique du XXe siècle, mais Pierre Boulez, c'est quelqu'un qui dirigeait, il était capable de diriger avec simplicité le pièce peut-être plus complexe, plus difficile techniquement, mais qui, avec son geste assez simple, assez minimaliste, mais ça, il est talentueux. Donc, malheureusement, il n'a pas créé cette école de direction d'orchestre parce que lui, il est super doué, il est un magnifique chef d'orchestre. Donc, je pense qu'il a talent, mais il n'a pas école. Et mon idée, c'est justement faire cette pente avec l'école de direction d'orchestre qui existe en Russie et mettre ça en France. Et j'ai lancé cette académie et après, on a intégré ça dans le festival franco-russe. Cette année, c'est un peu spécial parce qu'on a un partenariat, je suis très très fier de faire partenariat avec la Maestra, c'est le concours de chef d'orchestre qui Laurent, vous avez lancé en Philharmonie, c'est magnifique, on a quelques bons résultats, je pense, vous avez nous montré les candidats très très doués, très talentueux, très musical, et on va demain, et après-demain, travailler avec certains candidats qui vont venir à Toulouse, et voilà, cette Académie de direction d'orchestre, cette année, est dédiée à ce partenariat avec la Maestra, et c'est je pense, quelque chose de très très important qui va justement montrer à tout le monde, c'est pas que voilà, c'est pas que homme qui peut diriger, c'est musicalité, c'est personnalité. Il faut aider, il faut ouvrir. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de voilà. Et pour moi, justement, le mot transmission, c'est très très important parce qu'on va montrer aux musiciens de l'orchestre aussi. Parce que l'académie, c'est toujours avec l'orchestre, c'est pas avec piano. C'est vrai l'orchestre professionnel qui va aussi participer à cette transmission. C'est important. Et je me souviens qu'il y a 3 ans, Tougan, vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous m'aviez dit en coulisses, c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à faire émerger des femmes à la direction. Je m'en souviens très bien parce qu'il y avait assez peu de chefs il y a 3 ans qui étaient capables de dire ça. Et vous m'aviez dit, il va falloir faire des choses. Et il va falloir, il va falloir s'engager. Si on veut qu'il y ait une génération qui arrive, vous étiez un des rares à votre niveau à le porter, ça en fait. Peut-être parce que vous êtes russe et que des femmes, la question des femmes artistes, créatrices, c'est une question qui n'a pas les mêmes implications qu'en France ou en Angleterre. Enfin, il y a eu des grandes artistes femmes en Russie. Oui, toujours. Mais je ne sais pas si c'est à quelle particularité russe, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être... Je ne pense pas qu'en France, en Allemagne, en Italie, les femmes chefs d'orchestre, ils sont particulièrement bloquées. Moi, je pense qu'il n'a pas climat, ils n'ont pas encouragé peut-être. Qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, enfin, il y a deux... On peut regarder la chose de manière différente selon qu'on parle de la grande tradition du XXe siècle ou qu'on regarde les mutations qui s'opèrent aujourd'hui. Mais disons, si on considère que notre objectif commun, c'est d'inscrire la musique dans la société. Alors parlons de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, même si ça a beaucoup à voir avec ce qui s'est passé dans le siècle passé. Mais dans la société d'aujourd'hui, il y a une mutation importante qu'on peut constater à l'échelle planétaire. Elle est notamment perceptible dans une partie de l'univers américain. Ça vient des universités américaines, mais ça s'est disséminé dans l'espace urbain américain, anglo-saxon, scandinave, où il y a un volontarisme spécifique. Pour vous donner une anecdote qui est un peu ridicule, mais quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui défend la cause des femmes aux États-Unis, aujourd'hui, on ne veut plus paravent dans les concours
puisque en fait, le paravent gênerait même la cause des femmes, parce que en fait, la société américaine veut recruter principalement des femmes, de façon à partout être sûr d'avoir minimum l'équilibre dans les orchestres, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en Europe, disons. Bon. Vous avez aussi dans les pays scandinaves un directeur d'orchestre que j'ai reçu qui m'a expliqué que lui ne se posait même pas la question. Il avait le même nombre de femmes chefs d'orchestre invités que d'hommes. Donc s'il fait 42 concerts, c'est 21. On ne discute pas. Bon. En fait, reste une enclave, on va dire, noyau européen, Allemagne, France et Europe du Sud. Alors on peut chercher pour certains des causes un peu liées à la religion, catholicisme, qui serait moins porté vers ce type de reconnaissance un peu qu'on peut trouver dans d'autres cultures. Non, je pense qu'il faut plutôt essayer de se dire qu'il y a d'un côté un dispositif éducatif lourd à réformer. D'ailleurs, on le voit pour la direction d'orchestre, ils n'arrivent pas vraiment à traduire une vraie école et à porter le renouveau de la direction d'orchestre. Bon. Donc ça, c'est un des handicaps. Et de l'autre côté, une société en général qui est, c'est vrai, assez composite dans son attitude par rapport à la thématique égalitaire. Bon. Donc par rapport à tout cela, moi, il me semble que l'une des voies que nous devons emprunter n'est pas forcément celle de se mettre au même niveau que les courants féministes qui font, eux, leur mission comme elles l'entendent, de ne pas forcément être dans la revendication des quotas égalitaires, mais être dans la revendication du mouvement, c'est-à-dire de prendre conscience des écarts inacceptables qui existent, puisqu'il y a à peu près 5% de femmes chefs d'orchestre qui ont des postes, on va dire, d'un certain niveau, et donc considérer que ça ne peut pas être acceptable dans le monde dans lequel on vit, et de mener une action volontariste. Le concours La Maestra que nous avons mis en place vise plutôt à dire c'est un concours transitoire. On espère que dans 5 ans, 10 ans, on n'ait plus besoin de faire ce type de concours parce que les normes ne seront plus de celles que je décris, mais beaucoup plus proches d'une situation sinon égale, du moins acceptable, quoi, disons. Donc, c'est un concours transitoire qui ne se positionne pas en revendication de quotas, mais qui se positionne comme un signal volontariste et auquel ont répondu énormément de jeunes femmes chefs d'orchestre, puisqu'il y avait plus de 200 candidates. Et c'est ça qui nous a permis de sélectionner quelques-unes d'entre elles qui vont venir à Toulouse travailler. Moi, je suis favorable à ce type de démarche. Rendre les responsables, où qu'ils se trouvent, dans les directions d'orchestre, directions de conservatoire, rendre les responsables conscients du problème et dire que par des actions spécifiques, par un certain volontarisme, on va assez rapidement opérer une mutation qui fait qu'à un moment donné, le problème est derrière nous. C'est déjà un peu le cas au niveau des musiciens et musiciennes d'orchestre. On est déjà aujourd'hui dans une... À Toulouse, j'imagine à Paris, c'est la même, je connais. Il n'a aucun problème. Voilà. Vous avez, je ne sais pas, un flûte solo aux femmes, également hommes. À l'orchestre de Toulouse, on a aussi la même chose. Donc là, on n'a aucun problème. Voilà. Mais c'est le... Dès qu'on est sur des situations où il y a des représentations très fortes qui ont à voir soit avec la puissance, le pouvoir, c'est le cas du chef d'orchestre, soit du côté de la composition, avec quelque chose d'un peu démiurgique.
du Voilà, génie. la figure Et là, du génie. on a un certain nombre de problèmes, effectivement, historiques et de représentations qui restent encore Parce ancrés. qu'on peut accepter les femmes comme un collègue, mais aujourd'hui, les questions d'acceptation des femmes comme dirigeants, les femmes qui dirigent l'orchestre, qui dirigent l'entreprise, le groupe, on n'est pas au même niveau, Non, je pense. on n'est pas encore au même niveau. Si je dis très simplement, aujourd'hui, le chef d'orchestre, nous, on peut juger librement. On dit, ce chef n'est pas bien, très bien, musical, pas très musical. Il faut qu'on est capable de dire les mêmes choses pour chef femme, sans aucune discrimination. Ça veut dire, si on peut dire ça, aujourd'hui, si je dis quelque chose contre les femmes chef d'orchestre, ça veut dire, you're discriminating. Non. Le moment où je suis capable de dire librement le même critique vers les femmes chef d'orchestre comme les hommes, ça veut dire qu'on a égalité pour les femmes et les hommes. Voilà. Mais ça veut dire que c'est aussi un moment, très certainement, où on constatera que dans les écoles de musique, les conservatoires, on a aussi une forme d'égalité dans les demandes ou dans les acceptations de prendre des garçons, des filles, et que donc l'ensemble du dispositif évoluera de cette manière-là. Mais ça peut aller assez vite, hein. Ce n'est pas une question de repousser la réforme à 50 ans. Non, exactement. Et c'est pour cette raison-là, que la personne à qui je fais confiance et qui j'ai invité ici à Toulouse pour travailler, ces femmes, Madame Sabriye Bikirova, qui aussi était formée par Elia Moussine, et elle est la preuve de quelqu'un qui adore ce métier, qui fait la transmission, qui travaille également avec les garçons et les filles pour ça. Et c'est là qu'on en revient à ce que vous disiez sur l'idée qu'en fait, ce qu'on travaille avec l'idée de transmission, c'est la façon dont on réfléchit au passé pour construire l'avenir. Oui. Et là, on est vraiment au cœur du projet sur cette vision dynamique du patrimoine, sur l'idée que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui doit être voué à être préservé, mais qui peut aussi être interrogé pour construire autrement les futures générations. Et si on avance dans les futures générations sur quelque chose qui est peut-être un peu moins, enfin certainement moins enthousiasmant, et qui est la question de notre avenir immédiat et de ce que fait surgir le Covid, ou la Covid, comme interrogation finalement, puisque les Franco-Russes, c'est un festival qui est maintenu, ce qui est déjà quand même un petit exploit. Dans un contexte qui est quand même hostile pour les salles, pour la culture, qui est difficile. Et j'aimerais vous interroger sur vous, à la fois les dangers et les difficultés que vous voyez de cette période-là pour nos pratiques musicales, pour nos ambitions, pour nos utopies, ou alors ce que vous y voyez aussi comme perspective, parce que peut-être y voyez-vous des perspectives. Les dangers sont les perspectives en même temps. Il y a un danger qui est bien sûr l'enfermement, le repli, la perte du monde réel, la victoire d'un monde virtuel parce que tout se passerait en captation et on n'aurait même plus besoin du public puisqu'on serait capable toujours de faire des festivals sans public. Bon voilà, ça c'est le danger. En même temps, de ce danger, on peut en tirer une force. Moi je suis assez optimiste là-dessus. Je pense qu'on va avoir des difficultés dans le court terme 2022-2023, mais que très certainement la communauté musicale devrait être à même de se remettre d'aplomb dès 23-24. Et sur des bases où on aura peut-être mieux pris la mesure qu'aujourd'hui de tout cet univers virtuel de la captation pour s'en servir à des fins moins mercantiles ou moins premier degré, en essayant d'accroître la valeur de transmission, d'éducation de ces outils technologiques et numériques qui peuvent être d'un certain secours pour former justement des jeunes artistes. Je pense qu'on devrait arriver assez vite à retrouver le plaisir pour le public et pour les professionnels de ces rencontres magiques des concerts, en évitant peut-être certains excès qui existaient dans la société des
3 dernières décennies. Je pense à certaines tournées d'orchestre qui pouvaient s'opérer à des rythmes effrénés, une ville par jour. Donc il n'y a pas de rencontre réelle. On arrive en fin d'après-midi dans la ville, on fait le concert, on s'en va très tôt le lendemain matin. Il y a un moment, ce modèle, très certainement, peut perdre de son sens. Et peut-être qu'on peut réinscrire le nouveau modèle dans une dynamique plus généreuse qui favorise les croisements, les rencontres. Tougan a parlé tout à l'heure du chœur du Capitole jouant avec les musiciens du Bolchoï. Bon, je pense que nous avons, et les générations futures ont assez d'imagination pour sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes et réimpulser des modèles opérants. Peut-être que cette épidémie a mis en valeur certains modes d'épuisement qui existaient avant. Alors aujourd'hui, on ne voit que ce côté négatif, mais derrière cet épuisement, il ne faut pas oublier un certain nombre de valeurs fondamentales que véhicule la musique, et d'une certaine manière que des générations que vous avez citées après la Seconde Guerre mondiale, les années 50, 60, à travers le progressisme qui existait à ce moment-là, ont aussi incarné. Et ces valeurs, encore une fois, elles portent sur intrinsèquement ce qui fédère. Prenez une dimension rabâchée par tout le monde et qui pourtant ne trouve pas d'incarnation artistique et culturelle très claire, comme l'Europe. Si vous cherchez un art qui serait capable, de l'histoire du Moyen-Âge à aujourd'hui, d'incarner ce que sont ces métissages, ces croisements, ben c'est la musique, y compris dans sa générosité des artistes d'aller d'un pays à l'autre, que dans les périodes de nationalisme exacerbé, comme ça a pu se passer au moment où on a créé les grandes symphonies nationales. Tout ça brasse une histoire qui, pour moi, j'aime pas le mot universalisme parce qu'il y a tendance des fois à pas prendre en considération un certain nombre d'identités. Donc, mais disons, la musique, c'est ce qui tend vers cet élément et je pense qu'on devrait le retrouver personnellement, j'en suis persuadé, assez vite. Tougan, vous, comment cette période, à la fois comme musicien, comme patron d'orchestre au pluriel, vous la... Enfin, parce que vous êtes finalement dans cette catégorie tout à fait spécifique de musiciens qui vivent à cheval sur ce que vous disiez, c'est-à-dire pas entre des pays, mais avec plusieurs pays. Et j'imagine que cette période, elle est particulièrement singulière pour vous? Oui, c'est vrai que nous, on a eu une période assez difficile depuis le premier confinement, mars jusqu'à septembre. Mais après, et là, justement, cette période nous montrait, c'est la même chose ici à Toulouse, en France, en général, au Bolchoï, où il a vraiment les chanteurs, le ballet, l'orchestre, le chœur, que l'artiste musicien qui est confiné à la maison, c'est très dangereux, c'est très difficile parce que quelqu'un qui fait la peinture, son rôle de création, fonction est déjà assez, c'est clou assez fermé, ça veut dire chez toi et tu fais un peu de écrivain qui fait le, voilà, c'est notre art, notre métier, c'est échange d'énergie avec le public, performance. Et chaque artiste, chaque acteur qui fait ce genre d'art, on a trouvé c'est vraiment difficile. C'est pour ça, je pense, depuis octobre, nous on a trouvé un modèle, même sans public, d'exister, de jouer musique, de faire musique, même grâce à un moyen technique qui existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne rire plus, on apprécie cette plateforme comme YouTube et Facebook, parce qu'on utilise vraiment pour partager notre musique.
c'est devenu quelque chose d'important, parce qu'avant, c'était les réseaux sociaux, c'est un peu... moi, personnellement, je pensais que ce n'est pas quelque chose de très sérieux, pour côté musical, hein, pour peut-être pour un vie politique, tout ce qui est Twitter et tout ça, communication, c'est très important, mais c'est devenu important aussi pour nous. Et je ne sais pas si vous êtes tous les deux d'accord, mais je trouve que finalement, paradoxalement, parce qu'il n'est plus là, ce qu'on a aussi retenu de cette période, c'est à quel point le public détermine un concert. Ce que les artistes n'ont pas cessé de me dire, les musiciens, c'est que finalement l'énergie du public, et l'énergie du public, elle est... c'est une relation qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les artistes qui donnent au public, c'est aussi un public qui, par sa présence, donne aux artistes. On peut pas, nous on n'existe pas. Voilà, et cette période-là, finalement, elle redonne sa dignité, enfin, il n'y avait pas de dignité absente, mais elle nous montre à quel point cet échange presque physique, il est nécessaire. Chaque concert que l'on fait ici pour spectateurs à la maison, faire Facebook et YouTube, oui, on joue concert, on fait concert, mais ce n'est pas du tout la même énergie. Ici, à la Logra, où il y a 2000 personnes qui nous enveloppent avec cette énergie, ce n'est pas la même chose. J'imagine, Philharmonie de Paris, c'est la même chose. D'ailleurs, si le XXe siècle a eu la constante réflexion autour de comment va-t-on concevoir les salles et a inventé cette idée des modèles qui enveloppent la scène, c'est bien parce qu'on s'est posé une question centrale avec les règles sécuritaires qui imposent d'avoir des distances de plus en plus grandes entre les rangées de sièges. Si on veut créer des salles de 2000 places uniquement frontales, alors une partie du public ne va pas être dans le rituel. Et c'est comme ça qu'on a imaginé, en tout cas Sharon à Berlin, la première salle, c'est comme ça qu'il a fait un point qui représente la place du chef d'orchestre et un cercle autour. Parce qu'il s'est tout de suite vu qu'à travers ce nouveau modèle, on était en train de recréer une écoute active et un rituel qui refaisait sens. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui, bien évidemment, manque. Mais c'est ce que nous pensons retrouver progressivement dès l'automne, voire même, si possible, mai, juin, si on peut trouver des modèles intermédiaires, on sera les premiers à s'en saisir. En tout cas, on a besoin du public. Oui. Et pourtant, les musicales se feront, et elles se feront digitalement, parce que le public est là malgré tout. Il est là, ce lien se maintient, ce lien se perpétue, avant d'être restitué dans son entièreté, dans son intégralité. Ça nous montre encore combien la société, les gens, a lié à la culture. Et ce sera le mot de la fin. Merci Tougan, merci Laurent Bayle pour cet échange. Merci. Et puis donc, longue vie à cette 3e édition. Merci. Merci. Merci.